Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Un jeune prince a hérité du trône après la disparition de son père. Celui-ci était très dur, implacable, un homme mauvais, un dictateur sanguinaire qui avait fini par faire régner la paix des cimetières sur tout le royaume. Il avait des relations exécrables avec les pays voisins et ses prisons résonnaient des cris de douleur de ces sujets qui y étaient incarcérés et affreusement torturés. Personne n'osait bouger une oreille, encore moins contester l'atroce tyrannie du despote. Le mal était profond. Tous les habitants du royaume ne rêvaient plus que de pouvoir s'exiler. Ils préféraient se jeter à la mer à bord de fragiles esquifs pour fuir leur patrie et leur famille plutôt que de vivre dans ce malheureux pays. La société se vidait des meilleurs parmi les siens. Les médecins, les enseignants, les artisans, les aviateurs, les chercheurs s'exilaient en masse, parfois pour aller faire de petits boulots dans d'autres pays où ils trouvaient enfin la paix et surtout la justice, la dignité. Dans leur pays, le mode de vie s'était dégradé. Les anciennes valeurs avaient été extirpées du cœur de la nation pour être remplacées par les pires ignominies. Le cadre de vie n'était pas plus reluisant. Le pays était repoussant de saleté. Tous les habitants s'étaient enfermés derrière des baraudages. Tous les foyers étaient devenus des prisons où les familles s'étaient enfermées. Les espaces verts avaient été dévastés pour être transformés en bidonvillas. L'urbanisme n'était plus qu'un mot. Chacun construisait comme il voulait, sans aucune règle, jusque sur le trottoir et parfois même sur la voie publique. La corruption faisait rage. Certains secteurs, comme ceux de la justice, étaient totalement infestés, au point où les personnes intègres n'avaient plus leur place. Le pays tout entier sombrait dans l'anarchie, la violence et les pires turpitudes qui soient. Le nouveau roi était d'un naturel bien plus humain que son père. Il aimait les gens et il rêvait pour son peuple d'un royaume où régnerait la paix et le bonheur, où la justice et la solidarité seraient chez elle, où la propreté aussi serait chez elle, où les hôpitaux ne soient plus des mouroirs. Il rêvait d'une école qui puisse former des citoyens responsables et apaisés. Il voulait que toutes ces villes et ces villages soient reconstruits, où régnerait l'ordre, la beauté, où les jardins publics fleuriraient, où les bibliothèques seraient nombreuses et bien fournies, où les cinémas, les théâtres seraient partout, où les plages seraient propres et sécurisées, où les universités seraient comme des ruches bourdonnantes de vie et de science. Mais plutôt que décréter des lois et une nouvelle gouvernance qui soit plus juste, le jeune roi a voulu que la volonté de changement vienne du peuple lui-même. Parce qu'il savait qu'en l'état des choses, le changement ne pourrait s'effectuer que s'il venait des tréfonds de son peuple. Il voulait revivifier le sens de la dignité et de l'honneur chez ces gens, leur réapprendre le courage et insuffler dans l'être collectif de la nation ce sentiment que ce pays appartenait à son peuple, que le roi n'en était que le gardien et le serviteur, et que le moment était venu pour chaque habitant de ce royaume de reconquérir ses droits
de haute lutte, sans qu'il soit besoin de les lui restituer par une quelconque bienveillance royale. C'était cela, l'état d'esprit de ce jeune roi. Il voulait tout entreprendre pour faire renaître dans le cœur de ses sujets l'aspiration au patriotisme et à la dignité humaine. Mais la population était par trop infectée, tétanisée, calcifiée par des décennies de tyrannie, d'injustice, de violence, de corruption, de mensonges, de basses manipulations. Un égoïsme forcené régnait dans toute la société. Et c'était à qui marcherait sur la tête de ses compatriotes. Une société où ne pouvaient survivre que les plus retards, les plus indignes, les plus corrompus et les plus corrupteurs. La haine faisait des ravages et les créatures de l'ancien roi ne voulaient pas que la situation change parce qu'elle leur procurait de nombreux privilèges. Alors qu'importe si tout le pays tombait en ruine. Alors, le jeune roi fit répandre la rumeur que des foyers d'infection allaient provoquer une grande pandémie, qu'ils allaient diffuser des maladies terribles et très contagieuses. Et il inscrivit son nom en premier sur la liste de ceux qui allaient se porter volontaires pour lutter contre le fléau. Il fit proclamer un état d'urgence et appela tous les habitants du royaume à se mobiliser tous ensemble pour lutter contre le fléau. Il fallait commencer par laver le pays tout entier de tous ces nids d'infection, les laver de toutes les manières possibles et imaginables. Il n'a pu obtenir qu'une totale désaffection. Tous les habitants du royaume s'étaient enfermés derrière leur baroudage. Ils avaient fait des vivres pour tenir des mois, et c'était chacun pour soi. Haddi Babdari. Mais le courage du jeune monarque et de nombreux amis qui étaient autour de lui et qui l'ont suivi, qui lui ont fait confiance, allait susciter une large mobilisation. Les jeunes emplissaient la rue, comme la lumière emplit le jour, comme la vie chasse la mort. Ils arrivaient de partout, tout de blanc, vêtus, d'abord timidement, puis de plus en plus nombreux. Le souffle de la dignité avait régné sur tout le pays. Toutes les villes, tous les villages furent lavés à grande eau. Les nids de microbes furent désinfectés. Et ainsi, chaque jour un peu plus, ces jeunes ont appris à s'organiser, à être utiles, à être heureux d'être utiles. Leurs horizons s'élargissaient et leur conscience politique naissait, fleurissait. Ils prenaient conscience de leur force et de leur capacité à aider leur pays. Ils se sont attelés à la reconstruction de la nation, à démanteler les bâtisses qui avaient été érigées dans les jardins, sur les trottoirs, sur la voie publique. Le jeune roi, qui savait où il allait, fit un discours mémorable, où il appelait tout le peuple à s'organiser, à prendre son destin en main, à désigner ses représentants parmi les meilleurs de ses enfants et à entreprendre la plus vaste entreprise de tous les temps, reconstruire tout le pays, le relever de ses ruines, de fond en comble, et balayer toutes les ordures qui infestent la société, de haut en bas. Une renaissance et une révolution culturelle. Les plus hésitants ont commencé à sortir de leur baroudage. Les millions de jeunes qui s'étaient exilés sont revenus et se sont attelés à la tâche. Aujourd'hui, le pays tout entier est en chantier. Des jardins
poussent partout, des usines, des ports, des barrages, des cinémas, des théâtres. La vie y est plus belle, emplie de musique et de joie. Les plus méritants ont été hissés au sommet de la société, pendant que les plus vils ont été ravalés au caniveau, là où est leur place. La joie est revenue, et avec elle, la dignité et la fierté d'être. Alger, parmi les 5 pires villes du monde. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Permettez-moi de m'excuser pour le grand retard que nous avons mis à commencer cette émission, ce qui fait que nous allons être obligés de supprimer une partie des images que j'allais vous montrer d'Alger, notamment en termes d'hygiène, de sanitaire, d'hôpitaux, etc. Nous en sommes désolés. Alors, avec nous pour en parler, Adel Jabbar, observateur politique depuis Montréal au Canada, Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF depuis Alger et enseignant. Boualem Amoura, merci d'être avec nous depuis Alger. Merci. Bonsoir à vous d'abord, à tous les spectateurs de Maghribia, aux invités, bien sûr, sans oublier les techniciens de Maghribia. Merci de votre invitation. Merci. Adel Jabbar, observateur politique depuis Montréal. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Allah Yisselmek, merci beaucoup. Salam alaikum. Un grand bonjour à vos téléspectateurs, à notre peuple en Algérie, à l'étranger, à notre invité, notre ami Amoura. Merci. Je constate avec plaisir que le t-shirt est toujours là, Madania, Monsieur Askaria. C'est ce qu'on appelle de la constance, mon cher ami. Alors, nous allons voir ce classement des pires villes au monde par le journal The Economist, où Alger a été classé parmi les 5 pires villes du monde, avec Damas qui est en guerre, avec Tripoli qui est en guerre. Et sur un total de 173 villes, il me semble, regardons ensemble.
Voilà, Mamoura, vous qui êtes à Alger, je ne sais pas si vous vous rappelez des années 60, vous étiez trop jeune, mais au moins des années 70, comment était cette très belle ville d'Alger qui connaissait à l'époque beaucoup de touristes, beaucoup de coopérants techniques, où la ville était très bien tenue, les plages, les rues, surtout les années 60. Mais il faut dire que plus ça allait, plus ça se dégradait. Je vous laisse nous dire votre avis, votre sentiment sur ce classement. C'est par l'adage qui disait il faisait mieux vivre. Dans les années 70, il faisait mieux vivre à Alger qu'à Paris. C'était une réalité. Il y avait des montagnards, des cousins qui vivaient, qui travaillaient dans les années 70 à Alger. Quand ils venaient nous raconter ce qui se passait, eh bien, on était vraiment très pressés d'aller visiter Alger. Et on allait la visiter surtout durant, je me rappelais que la foire internationale d'Alger, elle se faisait au mois de juillet, je pense. Donc, c'était les vacances. Et c'était avec un grand enchantement qu'on allait à Alger. C'était un plaisir. Même les routes, les trottoirs étaient propres. Les gens étaient éduqués. Mais malheureusement, après, il y a eu comme tu le disais, tant que nous avancions avec les années, tout a changé. Tu l'as si bien rappelé dans ton introduction, eh ben, tout est devenu noir, il y a des encombrements. Malheureusement, à chaque fois qu'on voit des choses mal faites ou qui ne marchent pas, le problème, oui, ça existe dans toutes les villes du monde. Mais malheureusement, les autorités chez nous ne font rien pour essayer d'alléger un petit peu la souffrance des gens et de réparer ce qui est réparable. Écoutez, oui, je vais à Alger, je vais à Alger. Il m'arrive bien sûr de faire certains trottoirs, certains quartiers, mais quand vous trouvez Alger centre, les routes sont défoncées. À Charaga, centre de Charaga, au rond-point de la présidence, vous avez des trous un peu partout où vous allez. Alors, je ne vais pas citer Bellecour. Il y a eu des ponts entiers de maisons qui sont tombés et on n'arrive même pas à les camoufler ou à les réhabiliter. Donc, vous avez une ville qui étouffe. Alger, elle étouffe. Vous avez des encombrements quotidiennement. Cela faisait 10 ans, on avait un problème pour rentrer à Alger. Lorsqu'on avait affaire à Alger, on est pris par un stress de comment rentrer parce qu'il y a un encombrement. Mais malheureusement, maintenant, même pour sortir d'Alger, pour quitter la ville, vous allez être dans les encombrements, c'est ce qui nous arrive à chaque fois. Vous dépassez 14h30, 15h, vous êtes dans les encombrements et malheureusement, personne ne fait quelque chose pour essayer d'alléger un tant soit peu la misère des gens. Nous sommes stressés. Nous avons le... Voilà, Mamoura, je vais revenir à vous tout à l'heure pour le prochain tour de micro. Je vous demanderai de nous parler un peu des pénuries d'eau, du ramassage des ordures ménagères, de la difficulté des transports, de l'inexistence des loisirs, de l'inexistence de jardins, d'espaces verts, de parcs. Je reviens à vous dans un moment. Adel Jabbar, avant de vous donner la parole, je vais vous montrer quelques images des années 60 en Algérie, juste après l'indépendance. Nous avions à peu près entre 450 et 500 salles de cinéma et une cinquantaine de théâtres, aux normes de la métropole, comme on disait avant, hein, de vraies salles de cinéma, de vrais théâtres. Aujourd'hui, pour 4 fois plus d'habitants, ça veut dire qu'on est passé de 10 millions à plus de 45 millions, il y a à peine une dizaine de salles de cinéma. Une dizaine par rapport à presque 500 salles. Alors, écoutez, et je reviens à vous. À Alger, quand on se balade dans la rue, ça fait mal au cœur. Des salles de cinéma sont transformées en centres commerciaux, en fast-food, en salles des fêtes. D'autres sont complètement abandonnées. Bref, sur les 450 salles des années 80, aujourd'hui, il en reste qu'une petite quinzaine dans tout le pays. Ça fait une salle pour 2 millions d'Algériens. Au Liban, par exemple, il y en a 50 fois plus par habitant. Et même parmi ces rares salles, beaucoup sont utilisées pour des spectacles pour enfants, des projections de foot, bref, tout sauf du cinéma. Dans la capitale, les salles se comptent sur les doigts d'une main, on peut encore relativiser, mais dans des grandes villes comme Mostaganem ou Sétif,
Bah, il y en a carrément pas. Alors que dans les années 70, il y avait vraiment des salles partout. Sur Facebook, j'ai retrouvé des groupes où des personnes plus âgées que moi pleurent carrément l'âge d'or des cinémas. Et les jeunes réalisateurs sont assez déprimés. L'autre fois, j'ai pris un taxi. Le taxieur me dit, mon fils, il vit à Nice. Il a 22 ans. Il m'a appelé en pleurant. Il était allé pour la première fois de sa vie au cinéma. Et il trouvait ça magique. Parce qu'à Bab el Oued, il n'y avait pas de cinéma. Il n'avait jamais été au cinéma. La génération des 20 ans, ils sont jamais allés au cinéma. C'est pas normal. Adel Jabbar, d'où vient toute cette dégradation du cadre de vie, du mode de vie? Les mêmes effets produisent les mêmes conséquences et les mêmes résultats quand vous êtes géré par Zouaïl. C'est ce que ça donne. Vous citiez Alger dans les années 70 et M. Amoura le disait aussi qu'il faisait mieux vivre à Alger qu'à Paris, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous étions dans l'héritage de l'administration. Il y avait une administration à l'époque. Le verre de taxi, le cinéma, il y a une placeuse ou un placeur qui te met à ta place. Et il y avait Qanoun. Et pour l'exemple, le passeport algérien valait quelque chose. Moi, je suis parti à Londres en 1973 et j'ai fait le tour de la Scandinavie avec ce passeport-là. Là où on était, les gens nous arrachaient parce qu'on vivait sur ce qu'a produit la révolution algérienne, qui était une révolution fabuleuse. Et aujourd'hui, depuis l'avènement du FLN, commissaire politique de FLN, c'est le culte de la leader qui s'est installé partout en Algérie. Le problème est un problème d'orientation, de politique. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un problème de gouvernance, ça n'a rien à voir avec les gens. Les gens, vous pouvez les faire marcher comme vous voulez, tant que vous êtes dans un état de droit et où la loi s'applique. Je vais vous donner juste des chiffres. 13 milliards de dollars pour l'armée, 4,1 milliards de dollars pour la police. Le militaire algérien nous coûte exactement 26 000 dollars. L'État algérien, entre guillemets, dépense 26 000 dollars pour le militaire et il dépense 16 000 dollars pour le policier. Il reste 13 milliards de dollars. Par tête d'individu, hein? Par tête de pipe, oui. Par tête de pipe, oui. Pour 45 millions d'Algériens, il reste 13 milliards de dollars à répartir entre eux. Il coûte 288 dollars. L'État dépense 288 dollars pour l'Algérien. Je vous donne d'autres chiffres. Montréal est une ville de 2,5 millions d'habitants qui fait 100 km de large et 100 km de long et 80 km de large. Son budget annuel est de 6,4 milliards de dollars. Pour 2,5 millions d'habitants, ça veut dire que la ville de Montréal dépense pour chaque Montréalais 3 000 dollars par année. Montréal est une ville qui a 800 parcs. Là où je suis, je sors à 100 mètres, j'ai 2 parcs et 2 piscines et c'est gratuit. C'est gratuit. 800 parcs et 800 piscines municipales, c'est gratuit. Je ne parle pas... Alors, 800 piscines pour Montréal, pour la ville de Montréal. La grande métropole de Montréal. La grande métropole de Montréal, c'est 800 piscines et 800 parcs. Vous voyez, moi, juste derrière moi, vous avez l'impression que c'est un parc. C'est le jardin. C'est le jardin, mon jardin et celui des voisins. Je vous donne encore un autre chiffre. Et vous allez comprendre pourquoi cette dérive et ce sous-développement volontaire qui nous est imposé par le Zouaïd depuis 1962. On n'a jamais voulu investir dans le véritable développement. Parce que l'être humain, c'est quoi? C'est comme un arbre. Vous l'arrosez, il grandit, il donne des fleurs, il donne des fruits. En Algérie, on tue les humains. On ne leur donne pas. Adel Jabbar, je me permets de vous interrompre. Adel Jabbar, avant de donner la parole à Boualem Amoura, comme on est de la même génération, vous vous rappelez qu'avant, quand on était jeune, il n'y avait pas de sachets poubelles. On avait des bidons poubelles très normalisés. Tout le monde avait l'obligation de sortir la poubelle après 19h et de la faire rentrer avant 6h du matin. Il n'y avait pas de sachet poubelle. Pourtant, il n'y avait jamais d'ordures dans la rue. Il n'y avait jamais un retard dans le passage de la voirie. On ne sentait jamais de mauvaises odeurs dans nos rues. Et on ne voyait jamais d'ordures ménagères dans les rues. Adel Jabbar, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est très facile à comprendre. On a urbanisé les esprits et on a urbanisé les villes.
Aujourd'hui, le maire d'Alger ou de Constantine ou de Annaba, c'est un gars qui est pistonné par le parti de Bengrina ou de je ne sais pas trop quoi. Mais ça n'a rien à voir avec un expert dans la gestion des villes. Ici, nous avions un maire qui a géré la ville de Montréal pendant 10 ans. C'est un expert. Quand il est parti de son poste, il a été recruté par la ville de Pékin. Et regardez comment il a transformé la ville de Pékin, une mégapole qui souffrait de pollution aujourd'hui. Et c'est Pékin, avec tout ce qui lui reste comme déficit en termes d'écologie, d'environnement, c'est une ville extrêmement agréable à vivre. C'est une gouvernance. On ne ramène pas un petit copain, il lui donne business à gauche, à droite. La ville, c'est un humain, il faut le gérer. Le citoyen, tâtez-le la santé, tâtez-le les transports, tâtez-le les loisirs, tâtez-le le bien-être. Un maire, ici, il vous crée le bien-être. C'est un pays où le bien-être est imposé. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. Boualem Amoura, je reviens à vous. Alger qui souffre de pénurie d'eau, qui croule sous les ordures, qui a de grands problèmes de transport public, qui n'a quasiment pas de lieu de loisirs, pas de cinéma, pas de théâtre, pas d'espace vert, pas de jardin, pas d'espace de jeu pour les enfants. Et on s'étonne qu'Alger soit classé parmi les pires villes du monde. Oui, tu as tout à fait raison. En plus de ça, il y a des jardins, mais qu'est-ce qu'on fait? On les ferme, on les cadenasse. Carrément, parce qu'on n'a pas besoin que les gens rentrent dedans. Ces gens-là, ceux qui nous gouvernent, ils ont cet esprit de couper à chaque fois le bras au lieu du doigt. Donc, à chaque fois qu'ils ont un petit problème dans le doigt, il faut couper le bras. Donc, ils se disent, s'il y a un problème à l'intérieur des jardins, donc on ferme. Maintenant, ce que disait mon ami il a tout à fait raison. Quand on ramène des analphabètes et on les met à la tête des institutions de l'État. Je vais pas citer la commune, mais c'est à Alger-Est. Le maire d'Alger-Est, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à la vie citadine. À la vie citadine, on ramène par affinité politique, parce qu'il faut être des gens qui disent oui. Moi, en 2017, je me suis présenté sur une liste indépendante à Kadou. Un fonctionnaire de la DERA, le chef DERA que je connais à l'université, on était ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu penses que je vais laisser Boualem Amoura passer comme PAPC? Il ne me pourra jamais. Pourquoi? Parce que moi, je ne me laisserai pas faire. Je vais appliquer mon programme. Maintenant, quand on parle de jardin, ils sont fermés. Il n'y a pas de jardin. Si vous voyez, ces jours-ci, on a ouvert un petit peu l'espace, ce qu'on appelle les sablettes. Ils sont en train aussi de l'agrandir. C'est quelque chose, moi, je peux dire, extraordinaire, et les Algérois commencent à respirer. Mais pourquoi attendre 2022 encore? Ils sont en train, bien sûr, d'aménager, mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que quand on parle de cinéma, nous avons de grands artistes. Je les vois participer dans beaucoup de festivals, encore ici même en Algérie, dans des rencontres, bien sûr, privées. Quand on ramasse des ordures à midi, ça ne se passe pas. Moi, j'étais étudiant la première année à Sétif. Je n'ai jamais vu un camion des ordures sortir après 6 heures du matin, c'est à 5 heures du matin, et les trottoirs, ils sont lavés. En 82, 83. Maintenant, vous allez à midi, en pleine chaleur, vous allez trouver des ordures. Donc, c'est un problème de gestion, de responsable. Et quand vous avez d'absence de parking aussi, quand vous allez à Alger, vous avez un autre stress. En plus du stress des encombrements, vous avez le stress, est-ce que vous allez trouver une place de stationnement? Alger ne possède pas, comme presque la majorité des capitales mondiales, de parking souterrain. Nous étouffons, elle étouffe, et pour faire peut-être la place du 1er mai, pour aller vers la Grande Poste, il vous faut des fois 1 heure de temps, parce que vous avez des encombrements. Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous, l'enseignant, vous, l'homme de culture, vous savez qu'Alger, les premières années de l'indépendance, nous ne parlons pas du temps du colonialisme, juste après l'indépendance, il y avait des dizaines de bibliothèques, des petites bibliothèques, et il y avait 2 ou 3 grandes bibliothèques.
je vais vous montrer ces images d'abord, puis nous allons parler. Combien de bibliothèques y a-t-il en Algérie? Difficile de donner le chiffre exact, mais chose est sûre, elles se comptent sur les doigts d'une main. Certaines infrastructures ont même été détournées de leur vocation initiale, le cas de la bibliothèque de Beb Zouar. Nous avons été surpris d'apprendre que la bibliothèque de Beb Zouar a été détournée en un centre de biométrie et des documents d'identité. La période des révisions approche, revient alors toujours la même question. Faut-il aller réviser à la bibliothèque? Manque de place, file d'attente, fermeture pour travaux, la solution de la bibliothèque est tentante mais incertaine. Normalement, à notre sortie de l'école, on vient directement réviser à la bibliothèque. Mais à notre plus grand malheur, elle ferme à la même heure. Et parfois, ça nous arrive de manquer l'école pour réviser à la bibliothèque. Le gardien ferme à midi. La bibliothèque de Raya a ouvert ses portes il y a une année de cela. Néanmoins, des insuffisances y perdurent, ce qui entrave son bon fonctionnement. Il y a tout d'abord le manque d'encadrement et du personnel spécialisé. Cette bibliothèque fonctionne au rabais à cause de ce problème. Il n'existerait en effet qu'une trentaine de librairies à proprement parler, l'écrasante majorité étant logée à Alger, autant dire une misère pour le plus grand pays d'Afrique. Boualem Amoura, une capitale où il n'y a pas de bibliothèque. Et les rares qui existent sont dégarnis, il n'y a pas de livres dedans. C'est quand même incroyable. Et on se demande pourquoi Alger est classée parmi les dernières villes du monde. Oui, mais ce que disait dans le reportage aussi, moi je ne trouve pas de bibliothèque au monde, dans un pays du monde, où l'on ferme les bibliothèques à midi. Vous savez, en Angleterre, les bibliothèques elles sont ouvertes 24 sur 24. Moi, ma femme, elle a eu une bourse d'études en 94 à Rouen. Oh, ben, elle arrive en tant que telle, pour 2 mois de stage, on lui a remis la clé de la bibliothèque. Écoutez, madame, vous rentrez comme vous voulez, vous êtes chez vous. Et chez nous, eh ben, à midi, on vous dit, là, on arrête, on ferme. Vous revenez à 14h et à 16h, ils ferment. On ne ferme pas les bibliothèques. Malheureusement, pourquoi? Ce que disait mon ami Djbar, c'est vrai qu'on a ruralisé la capitale. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus comme ça d'un coup. Il ne faut pas oublier aussi la décennie noire. Les gens, ils ont envahi les alentours d'Alger, si j'ose dire, pour leur sécurité. Maintenant, ils veulent plus retourner dans leur patelin. Et cela a créé un petit problème, même un petit peu de, comment je vais l'expliquer. Il y a un problème d'éducation. Parce que quand on parle aussi de poubelles, ramassage des ordures, il y a des gens qui ne respectent pas les horaires. Mais comme le dit, elle a si bien aussi expliqué mon ami Djbar, il y a les autorités qui devaient intervenir. Mais malheureusement, on laisse faire et ils n'éduquent pas en quelque sorte. On laisse faire, ça leur plaît l'anarchie. Plaît à ces gens-là pour dire que tu ne parles pas politique. Mais sinon, je vois des entrées de salles de cinéma, c'est inacceptable. Je sais qu'il y a une part de responsabilité des citoyens, mais c'est à l'État, aux responsables d'éduquer les gens. Dans les années 70-80, les taxieurs avaient leur uniforme. C'est pas n'importe qui va faire avec sa casquette. Il avait son costume, il était propre et tout. Là, vous rentrez dans un taxi, vous allez trouver de la chic hacha comme vous allez trouver. Il n'est même pas propre. Donc, qui réglemente la vie quotidienne du citoyen? Eh ben, c'est les responsables. Quand on est nommé et on est bien payé avec des privilèges sur un poste bien déterminé, il faut assumer ses responsabilités. Sinon, il faut laisser sa place. Malheureusement, restez avec nous, Boualem Amoura. Je reviens à Adel Djbar. Adel Djbar, je voulais soumettre un sujet à votre appréciation que vous connaissez très très bien, vous qui venez de Constantine, où il existe de très très beaux quartiers antiques, Sijli, Soueqa, Jmal, etc., etc. Il y en a beaucoup. Alger, il y avait la Kasbah, la merveilleuse, la fabuleuse, l'extraordinaire Kasbah, dont les habitants ont gardé une très très belle nostalgie. C'était un lieu de vie, un lieu d'artisanat, un lieu d'art. Beaucoup d'artistes sont sortis de ces quartiers. Alors quand vous allez au Maroc, moi-même j'ai été au Maroc et en Tunisie, à Fès, à Casablanca, à Marrakech. Alors vous allez voir des quartiers anciens, c'est des kasbahs comme le nôtre,
Ils sont très très bien entretenus. Ils veillent sur, les autorités et la société veillent sur ces quartiers pierre par pierre. Et puis l'artisanat est encore vivace. La restauration du pays, c'est pratique. Les gens vont manger des fritures sur le bout des doigts. C'est magnifique. En Algérie, la Kasbah est devenue une ruine. L'un des plus beaux patrimoines de l'humanité. Et ça n'a pas été négligé, ça a été assassiné. Ils ont assassiné la Kasbah. Alors, à votre avis, Adjabal, pourquoi ont-ils assassiné la Kasbah? شوف c'est un problème de culture. هاد الزوايا اللي حاكميننا هادو ils sont en train de nous infantiliser, de nous transformer en infra-humains. الجزائر سنتين بكري الجزائريين متحضرين ناس نتاع حضر داير نعيطوا لهم ناس الحضر صدير عندهم لار دو فيفر هذاك نتاع ينوض ديك الصباح بالعقل ويروح يخدم ويجي يتغدى ويقيل وينوضوا النساء يديروا قهوه العصر وياكلوا المقروض ولار دو فيفر وكاين النغم وكاين القناضر وكاين القطيفه يافي تو لا كرياسيون دو لا كولتور جاو هادو قهوه الجزوه Moi, je suis parti en 2007. Après 13 ans, je suis parti à Constantine et j'ai pleuré quand j'ai débarqué à l'aéroport parce que Souiqa, c'est l'âme de la ville de Constantine. Et j'étais en train de me dire, est-ce que Athènes sont son acropole ou est-ce que... Mais Adel Jabbar, vous rappelez la rue des Dinondiers, Hassin, El Jazzarin, El Dhahabin. À Constantine, il y avait une rue pour chaque corps d'artisanat. Et c'était très vivace, très vivant, avec 1000 couleurs. Elles ont disparu. Parce que ما كانش الكوميسار بوليتيك تاع شوف le commissaire politique du FLN qui a ruiné les villes algériennes, c'est les créateurs du culte de la laideur. Vous voyez dans nos villes, dans les centres-villes, place du 1er novembre, يجي يدير لك un tableau de la peinture naïve avec مجاهدين يطيروا على l'hélicoptère. Par exemple, il dit par exemple la statue de l'Amir Abdel Qadir, elle est plus petite que son cheval. Il dit que la statue de l'Arabi Ben Mehdi, qu'on ينوض من القبر تاعو يبكي على روحه, ولا تاع بن بولعيد que j'avais vu انايا خطره في خنشله. Et donc c'est le culte de la laideur et de l'ignorance. شوف un pays, نهز الجزائر اليوم. Alger, il y a plus de casernes à Alger que de bibliothèques et de cinéma. Ça veut tout dire. Ça veut dire que nous sommes dans une immense caserne où il n'y a que l'armée qui prévaut. Canada, les Canadiens dépensent, ils dépensent. Je ne parle pas du budget de l'État, parce qu'on n'a pas de ministère de la culture qui est en Algérie, le ministère de la confiture et le ministère de l'information. La culture est libre, c'est les citoyens qui la créent. Les Canadiens dépensent chaque année 6 milliards de dollars pour les livres, pour le cinéma, pour le théâtre, pour les journaux, pour la création artistique. Et personne ne vous dit, c'est la fête du 27e, du 57e jour de Ramadan. C'est les gens qui se créent, c'est la société civile qui s'organise. Les gens sont libres pour créer et personne ne vient les censurer. C'est eux qui se procurent leur propre budget. Ils font des activités culturelles, ils font des activités sportives, ils font d'autres activités. Il y a des corps de métier qui existaient et les gens étaient de véritables artistes. Les gens qui fabriquaient des bijoux traditionnels. Moi, mon père était dans la bijouterie à Constantine. C'était quelque chose d'inimaginablement beau. Tellement cela ou là de grands orfèvres, de grands bijoutiers. Et on ne peut pas construire un pays avec des gens pareils, avec des gens qui ont la caserne dans la tête. C'est impossible. Restez avec nous, Adel Jabbar. Je reviens. Boualem Amoura, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Nous allons parler un peu de l'état sanitaire, dans le sens hôpitaux, dans le sens médicaments, dans le sens accès aux soins, qui fait dire à beaucoup d'observateurs que c'est pour beaucoup la cause de, comment dire,
de la tristesse des gens, de leur dépression. Ils n'arrivent même plus à se soigner, à acheter leurs médicaments, à faire des examens, à faire un scanner. Et quand ils sont hospitalisés, c'est le risque de mort, puisque les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Nous allons regarder quelques images et je vais vous demander votre avis sur cette question. 3 نساء إلى 4 على سرير واحد و4 مواليد جدد في السرير الواحد. هي حالة مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي، وضعية كارثية بكل المقاييس تعانيها المصلحة التي تستقبل أكثر من 100 امرأة يوميا من كل ولايات شرق البلاد. من عين وليلة زوج في السرير والدم والخماج. On n'a pas les moyens de bord. On n'a pas de moyens de bord. Il n'y a pas d'échographe avec 3 jours sans échographe. Les pannes, les échographes existent dans tous les services. الوضعية أكثر كارثية بقاعة الولادة. طب هذه ما تصلحش، الوحيدة اللي تصلح هذه شوية هادو منا أجوتي، هادو حاشاكم ما همش تخدمة، فوالا. هادو مش تخدمة خلاص، فوالا مسيو. بلا ما نحكيو على فام لابا كانوا لي فاغ يخرجوا من لاطابل حتى نوصل للمالاد بدلتها من هنا. لي فاغ والله العظيم بعيني شفت لي فاغ خارجين من لاطابل. sont des images qui datent un peu, parce qu'on a été pris par le temps, on n'a pas eu le temps malheureusement de vous préparer des images plus récentes. Ça viendra les prochaines fois. Ce n'est pas la matière qui manque, rassurez-vous. Boualem Amoura, sur cet état des hôpitaux, de la santé publique, dont on nous rebat les oreilles, ils passent leur temps à nous dire la médecine gratuite, alors qu'elle est gratuite partout. En France, la médecine est totalement gratuite pour tout le monde. Et de qualité, de très grande qualité, au point où les barons du régime viennent se soigner ici, qui ne se soignent jamais dans leur pays. Boualem Amoura, sur cette situation. Cette situation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a aucun hôpital digne de ce nom, un CHU, qu'on a construit à Alger depuis l'indépendance. Je parle d'Alger, même ailleurs. Je parle d'un hôpital civil. À part l'hôpital Mustapha, il est vraiment très saturé. Vous allez voir le nombre de véhicules de wilaya, des matriculations de wilaya qui viennent, eh ben, c'est catastrophique. Vous avez toujours un encombrement à l'entrée de Mustapha. Les gens, ils n'ont pas où aller ailleurs. Donc, il faut voir le nombre. Et depuis la pandémie, 2019 jusqu'à présent, on n'a pas construit encore. Ils ont annoncé la construction d'un grand hôpital de 700 lits et tout, mais malheureusement, il n'y a rien eu. Il ne faut pas oublier aussi ce qui s'est passé avec le problème de l'oxygène de l'été dernier. Les gens, ils étaient obligés de se prendre en charge. Il y avait la solidarité entre les Algériens et on avait même vu des gens qui mouraient sans, par la faute de manque d'oxygène. Donc, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui... Pardonnez-moi de vous interrompre. Boualem Amoura. Est-ce que tout le monde peut se soigner normalement en Algérie? Ça veut dire aller chez le médecin, être pris en charge par la sécurité sociale pour ce qui est du médecin, puis aller chez le pharmacien avec l'ordonnance du même médecin, acquérir des médicaments par la sécurité sociale, comme tout le monde, sans rien payer. Est-ce que ça se passe comme ça? Aller faire des examens, scanner, IRM, radio, et se faire rembourser par la sécurité sociale à 100%. Est-ce que ça existe comme ça ou est-ce que ce n'est pas le cas? Et est-ce que tous les médicaments sont disponibles? Non, ça ne se passe pas comme ça malheureusement. Tous les fonctionnaires paient minimum 8 000 dinars pour la sécurité sociale. Mais je vous l'avais dit la dernière fois, nous avons ce qu'on appelle chez nous la carte Chifa de l'assurance maladie. Mais vous avez le droit d'être malade une seule fois par mois et l'ordonnance ne doit pas dépasser les 3 000 dinars. Si elle dépasse les 3 000 dinars, elle ira vers le contrôle, bien sûr, contrôle médical, et là, vous allez payer la différence. Mais pourquoi alors je paye moi-même 8 200 dinars le mois? Alhamdoulilah, je ne tombe pas souvent malade, mais sinon, pour les radios dont vous parlez, les scanners, vous allez les faire chez le privé. Si vous n'avez pas une grande connaissance à l'hôpital, et des fois on vous dit que le scanner est en panne, mais les gens donc ils vont vers le privé et vous payez chez le privé le spécialiste entre 2000 à 2500 dinars et le barème de remboursement, et c'est celui de 1983, il vous rembourse un barème
de 100 dinars, c'est-à-dire vous allez avoir droit à un remboursement de 80 dinars. C'est tout ça qu'il faut revoir. Donc, la médecine n'est pas gratuite en Algérie. On se soigne, on va à l'hôpital, mais vous allez vous retrouver chez le privé pour faire vos radios et vos analyses. Et même vous êtes fonctionnaire, vous payez les cotisations pour la sécurité sociale, mais vous n'êtes pas assuré à 100%. Donc, et vous avez avec nous. Oui. Vous avez beaucoup de médicaments qui portent l'étiquette rouge, ça veut dire qu'ils sont non remboursables. Restez avec nous, Boualem Amoura. Adel Jabbar, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Adel Jabbar, les gens du régime mentent aux Algériens tout le temps. Ils les trompent. Ils leur disent notre médecine est gratuite, contrairement à l'Occident où si vous n'avez pas d'argent, vous crevez, vous mourrez faute de soins. Alors j'aimerais un témoignage vivant de Adel Jabbar qui se trouve au Canada. Dites-nous comment ça se passe. Est-ce que vous payez vos soins? Est-ce que pour les gens qui n'ont pas d'argent, ils meurent sur le bord des routes comme le prétendent nos responsables? Voilà, je vais vous faire porter des lunettes. Voilà, nous, on paye zéro. Zéro pour des chirurgies, pour des actes médicaux extrêmement compliqués ou complexes, parce que vous êtes un citoyen. Et ici, le centre d'intérêt de chaque gouvernement, c'est le citoyen. Parce que vous élisez quelqu'un pour vous servir, pas pour se servir. Et si vous constatez qu'il manque de valeurs, d'éthique, de leadership et de jugement, vous le balayez, vous le renvoyez après 4 ans pour aller se trouver un véritable travail. Ce n'est pas n'importe qui va s'affirmer politicien et qui vient prendre en charge la destinée des gens. Moi, je vais revenir. Moi, je ne veux pas palabrer sur les histoires parce que la redondance est fatigante. Aujourd'hui, on se plaint. Les Algériens continuent à se plaindre. Voilà, etc. Réveillez-vous. Prenez-vous en charge. Un bourreau ne va jamais vous faciliter la vie. Enfin, si nous acceptons, si nous sommes ce que nous sommes, c'est que nous acceptons d'être ce que nous sommes et nous ne voulons pas être des hommes et des peuples libres. C'est aussi clair que ça. Nous avons la vocation du martyr éternel et de la chicayette. Vous savez qu'en face de vous, il y a des bandits et des voyous. Prenez-vous en charge. Ça fait 50, ça fait 60 ans qu'ils nous mènent en bateau. On a eu le début d'une belle révolution qui, malheureusement, pour un tas de raisons, et on peut les expliquer, s'est arrêtée parce qu'elle est essoufflée aujourd'hui. Mais il faudrait vous prendre en charge. Vous êtes en train de vous offrir à votre bourreau, c'est votre bourreau qui est en train de vous tuer, de vous déshumaniser, et vous allez vous plaindre à la même personne au lieu de balayer. Les colons, parce que pour moi c'est des colons. Ils me rappellent les colons d'hier. Les colons d'hier ont compris une chose. Ils ont dit, ce n'est pas dans les djebel que nous allons gagner contre ce peuple. Il faudrait gagner leur cœur. Malheureusement, pour eux et heureusement pour nous, ils ont perdu les deux. Ils ont perdu le jbel et ils ont perdu les cœurs. Ces nouveaux colons ont perdu nos cœurs et ils n'auront plus jamais notre confiance. Donc, c'est-à-dire qu'on يجيبوا لي الجنة ويقول لي هاي الجنة ولا ما نمنش بها، كون يجيبوا لي قرآن جديد ما نمنش بهم، كون يقول لي طب نروح صلي ورايا أني وليت إمام ولا ما صليت وراه. Parce que je ne les crois pas. Ils n'ont vécu que de propagande et de mensonges et de voyoucratie. Hadou, c'est des voyous. Je vous semble un peu excessif dans mon jugement concernant ces gens-là, mais je vous le dis pourquoi. Jamel Ben Chennouf, ça fait 7 ans que les Algériens te suivent, et puis ils t'ont accepté, ils t'ont aimé. Pourquoi? Parce que tu as les valeurs qui incarnent l'homme. C'est-à-dire l'homme, c'est quoi? C'est la bonté du cœur, c'est la beauté du caractère et c'est la force de l'esprit. Et puis on a vu dans les émissions des islamistes, des laïcs, des je ne sais pas quoi, tu les as réunis autour d'une table et je constate qu'ils sont devenus de bons amis. Ils ont pu bâtir des ponts, communiquer entre eux, fraterniser, convivialiser et puis devenir des Algériens. C'est des jeunes, pas des vieux comme toi et moi. Mais ils n'ont rien, c'est des bandits.
Et moi, tant que l'injustice règne en Algérie, je ne fermerai jamais ma gueule pour les dénoncer et pour les mettre dans le coup. Merci. Merci Adel Jabbar. Je rappelle juste que ça fait 8 ans et 4 mois que je suis à Al-Magharibia. Alors, c'est dommage, nous avions voulu vous passer d'autres images, surtout celles des ordures ménagères sur la ville d'Alger, des pénuries d'eau, d'autres problèmes du genre. Nous n'avons pas eu le temps, malheureusement, ce problème technique. Merci à Adel Jabbar, merci à Boualem Amoura, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Encore une fois, pardon pour le retard. Khair, Slama.